Alors installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui, ce décryptage nous ramène direct dans les rues de Barcelone en 1936. Et croyez-moi, à l'époque, la ville avait parfois des petits airs de Chicago sous Al Capone. On va plonger dans un mystère historique complètement fascinant, un double meurtre en plein jour qui a secoué toute une société, juste au bord d'une guerre civile. C'est parti. Je suis convaincu que les idéalistes ne peuvent avoir qu'un seul moment brillant, mourir dans la lutte. Ça, c'est ce que Michael Badia écrivait à un ami depuis Paris en février 1935, un an à peine avant sa mort. Il savait pertinemment qu'il dérangeait, il l'écrivait même noir sur blanc. Une balle finirait par lui traverser la tête un jour ou l'autre. C'est glaçant, non ? Cette prémonition plante d'emblée l'ambiance fataliste de l'époque. Mais trêve de suspense, regardons de plus près ce qui s'est réellement passé. Première étape de notre récit, l'assassinat de la rue Muntaner. On est donc l'après-midi du 28 avril 1936. Il fait beau, la rue Muntaner grouille de monde, on est en plein centre. Et c'est là, en l'espace de quelques secondes, que tout bascule d'une manière incroyablement brutale. L'opération est millimétrée. À 15h30 pile, Michael et son frère Joseph sortent de chez eux. Un gars fait le guet en faisant semblant de lire son journal. Classique, mais redoutablement efficace. Deux hommes suivent les frères. Soudain, les tueurs ouvrent le feu. Michael prend une balle dans le dos, il se retourne, et là, deux autres balles en pleine poitrine. Son frère Joseph essaie de l'aider, il est abattu d'une balle en plein visage. Les assassins sautent ensuite dans une Ford rouge foncé qui roulait au pas juste à côté, et puis plus rien. Volatilisé. Et le plus fou dans toute cette histoire, quand on entend parler d'une exécution aussi bien rodée, on s'imagine tout de suite un vieux parrain avec des décennies d'ennemis derrière lui. Eh bien pas du tout. Michael Badia, malgré son pouvoir politique absolument énorme et sa réputation terrifiante, n'avait que 30 ans. 30 ans quand il a été abattu. Ce qui nous amène à une question évidente, comment en est-il arrivé là ? C'est ce qu'on appelle une ascension météorique. Pour comprendre comment ce fils de famille paysanne est devenu le patron de facto de la police catalane, il faut rembobiner un peu. Il débarque à Barcelone en 1922 pour être pilote dans la marine marchande. Mais très vite, il plonge tête la première dans le nationalisme radical. En 1925, il trempe dans le complot du Garraf, carrément une tentative d'assassinat du roi Alphonse XIII. Ça le mène direct par la case-prison. Mais à la chute de la dictature, il est amnistié. Et avec l'arrivée de la République en 1931, c'est l'ascension fulgurante. Chef des jeunesses de son parti, puis rapidement propulsé au sommet du maintien de l'ordre public. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on commence à le surnommer le Capita Colons, qu'on pourrait poliment traduire par le capitaine Courage, pour rester correct. Ce surnom, il ne l'a pas volé, le gars ne reculait littéralement devant aucune menace. Mais attention, cette attitude rentre-dedans était à double tranchant. Ces milices paradaient en chemise verte au pas. Pour certains historiens, ça flirtait sérieusement avec le proto-fascisme, tandis que d'autres y voient juste la mode politique radicale de l'époque. Quoi qu'il en soit, ces méthodes musclées faisaient de lui une véritable idole pour certains nationalistes, et l'homme à abattre absolument pour ses adversaires. Et ses adversaires, parlons-en justement. C'est le grand choc entre sa vision de l'ordre public et les anarchistes de la FAI. C'est vraiment là que se trouve le mobile du crime. Badia menait une guerre sans pitié contre les mouvements anarcho-syndicalistes. Pour briser leur grève, il n'hésitait pas à lâcher ses propres paramilitaires dans la rue. Le résultat, la FAIA actait sa condamnation à mort lors de réunions clandestines. Mais le truc, c'est qu'il se mettait aussi son propre camp à dos. Ces méthodes étaient devenues tellement cavalières, comme faire arrêter un procureur en pleine salle d'audience, on croit rêver. Du coup, le président du gouvernement lui-même, Luis Companys, a fini par exiger sa démission en septembre 1934. Et que fait-il une fois privé de son poste officiel ? Eh bien, il participe activement au soulèvement manqué d'octobre 1934. Un fiasco total qui le force à fuir, d'abord en Europe, puis aux Amériques. Son retour fatidique à Barcelone n'a lieu qu'en février 1936, juste après les élections. Et le timing est effroyable. À peine 2 mois plus tard, il tombe sous les balles rue Muntaner. Après le choc, place aux investigations. Explorons l'enquête et les différentes théories sur ce meurtre. Vous imaginez bien qu'un double assassinat pareil, en pleine rue, ça déclenche une chasse à l'homme monumentale. Et là, c'est un vrai polar qui commence. La piste numéro 1, la plus évidente, les anarchistes de la FAI. Des témoins ont d'ailleurs formellement reconnu un certain Justo Bueno au volant de cette fameuse Ford rouge. Mais coup de théâtre absolu, un groupe antimarchiste, dirigé par un ancien flic, venait juste d'acheter des armes. Et tenez-vous bien, cet ex-flic ressemblait comme 2 gouttes d'eau au suspect anarchiste Justo Bueno. Un vrai sosie. Comme si ça ne suffisait pas, le juge a même essayé d'orienter la presse sur une 3e piste, celle des fascistes de la Phalange, histoire de détourner l'attention des anarchistes. Bref, un véritable sac de nœuds. Toute la frustration de cette affaire se résume à ça. La confrontation entre des preuves solides et des obstacles absurdes. D'un côté, on a une voiture connue pour avoir servi dans des sabotages anarchistes, un garage tenu par des militants, des témoins visuels. C'est du lourd. Mais de l'autre côté, tous les suspects avaient des alibis en béton armé. Et l'ironie suprême, pour les précédents sabotages qu'ils avaient pourtant avoués,
Le gouvernement venait tout juste de les amnistier. Le résultat ? Faute de preuves absolument irréfutables, le juge a dû baisser les bras et les principaux suspects sont repartis libres. Comme l'air. Cela nous amène au cœur du problème d'aujourd'hui, l'héritage profondément polarisé qu'il a laissé derrière lui. C'est incroyable de voir à quel point cet homme divise encore. En seulement 14 ans de carrière politique, il a forgé deux images radicalement opposées. D'un côté, on a le mythe du martyr héroïque. Le jour de ses funérailles, Barcelone était littéralement paralysée, noire de monde. Des milliers de personnes pleuraient le patriote idéaliste, le seul homme capable de tenir tête au chaos ambiant. Mais de l'autre côté, le portrait beaucoup plus sombre. Pour le mouvement ouvrier, il incarnait l'horreur de la répression d'État, un homme brutal qui n'hésitait pas à utiliser la torture et des escadrons violents dignes des pires fascismes de l'époque. Deux récits historiques qui semblent, encore aujourd'hui, totalement impossibles à réconcilier. Au final, les frères Badia se sont retrouvés broyés par une machine infernale, une société catalane des années 30 complètement déchirée par les extrêmes. Comme l'ont écrit les poètes de l'époque, c'était une ville littéralement prise au piège entre le sabre et la bombe. Une cité où les idéaux finissaient fatalement dans des bains de sang. Et c'est là que notre fait divers percute de plein fouet la grande histoire. Parce que ce double meurtre, ce n'était pas juste une histoire de gangsters, c'était la fracture totale d'un système. Quand la violence de la rue remplace définitivement le débat politique, l'effondrement n'est jamais très loin. Les frères Badia sont tombés en avril 1936. 3 mois plus tard à peine, toute l'Espagne basculait dans l'une des guerres civiles les plus atroces du XXe siècle. Alors, on est en droit de se demander comment cette spirale meurtrière a-t-elle directement pavé la voie à la destruction d'un pays tout entier ? C'est une réflexion poignante sur la fragilité de nos ordres démocratiques et ça nous laisse, je crois, largement matière à réfléchir.